je vais vous faire une présentation un peu générale de la licence. Donc déjà, pourquoi étudier les sciences du langage? Pourquoi vous êtes inscrite en sciences du langage? En fait, parce que le langage, c'est un objet très important. Il est au cœur des interactions sociales, au cœur de notre société. Et c'est pour ça que avoir des compétences et des connaissances sur le langage, ça vous permettra après d'avoir des compétences qui vous permettront d'intégrer des débouchés différents. Donc, il y a des débouchés très évidents, comme par exemple l'enseignement du français, la lutte contre l'illettrisme, l'alphabétisation, etc. D'autres très évidents aussi, comme par exemple le traitement automatique de la parole et des langues. Donc, intégrer des grandes compagnies qui travaillent sur la reconnaissance vocale, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, c'est des débouchés assez évidents des sciences du langage. Mais il y a également des débouchés auxquels on ne pense pas forcément, comme par exemple le patrimoine, la défense du patrimoine, le tourisme, la communication, le professorat des écoles aussi. Donc, voilà, avoir des compétences, des connaissances sur le langage, ça vous permettra d'avoir ce genre de débouchés à l'avenir, hein, si vous vous intéressez justement à avoir des débouchés professionnels. Autre chose, comme vous avez remarqué, ce n'est pas la science du langage, mais ce sont les sciences du langage. Effectivement, il y a plusieurs approches différentes pour appréhender le langage. Et nous, ici, à la Sorbonne Nouvelle, on a justement une tradition d'avoir une pluralité d'approches pour étudier le langage. Et donc ça se reflète dans notre formation, dans votre formation en sciences du langage, où vous allez avoir à chaque fois des approches, des méthodes, des objets, en fait, un petit peu différents des uns des autres. Ça vous permettrait d'avoir une vision d'ensemble des différentes approches et perspectives qu'on peut avoir sur les sciences du langage. Donc, ça peut être des approches expérimentales. Vous allez, par exemple, avoir des cours de méthode statistique. Ça peut être, ou de phonétique, par exemple, où vous allez vraiment appréhender la forme physique des sons, par exemple. Ça peut être des approches plus formelles, donc sur l'organisation des sons de manière abstraite dans le langage, la phonologie par exemple. Ça peut être des approches plus sociales, donc les approches sociales du langage, c'est tout ce qui est sociolinguistique, langage et société par exemple, et également et tout ce qui va entre, c'est-à-dire des approches qui s'intéressent aux phrases, aux mots, au discours aussi. Voilà. Donc voilà l'histoire de notre formation. C'est une formation pluridisciplinaire et vous verrez plusieurs disciplines des sciences du langage au fur et à mesure de votre formation. Ces disciplines que du coup vous allez connaître sous le sigle UE, unité d'enseignement. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'on voit des questions ou est-ce que peut-être on peut voir le chat? Je ne sais pas si vous avez des questions sur la présentation ou si garde les questions à la fin peut-être. S'ils ont déjà des questions sur la présentation. D'accord. Est-ce qu'on, du coup, on peut voir le chat? Je pense que c'est là. Donc, ok. Donc là, on a juste... Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on reprendra une série de questions à la fin. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Jacqueline Laurence, donc la secrétaire pédagogique entre autres des sciences L1 et L2 sciences du langage. Je m'occupe aussi du master sciences du langage. Donc moi je vais plus vous faire une présentation sur déjà vous donner quelques petites informations sur les demandes qui sont à traiter directement avec la scolarité et pas avec le secrétariat. Donc, lorsque vous avez des demandes d'envoi de certificats de scolarité ou de cartes étudiants, lorsque vous devez transmettre des pièces justificatives pour vos dossiers type attestation Crous, attestation Pôle emploi, les paiements de frais de scolarité, les demandes de transfert dans une autre université et éventuellement les changements d'inscription administrative, pardon. Donc, vous devez contacter en fait la scolarité. Donc, dont je vous mets l'adresse juste là. Donc, là, c'est la partie administrative. Pour la partie… je ne sais pas s'il voit le PowerPoint. Normalement, je n'ai pas fait présentation. Présentation, j'avais mis… Non, on ne voit pas le PowerPoint. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon, là. OK. Donc voilà, donc c'est l'interlocuteur pour toute la partie administrative. En fait, c'est l'UFR-LLD dont vous dépendez. Donc là, on va passer aux inscriptions pédagogiques.
qui, comme vous savez, devait commencer aujourd'hui, normalement le lundi 6 à 10 heures. Donc là, il y a eu un mail ce matin, donc ce sera plutôt décalé à midi aujourd'hui et ça se terminera toujours le dimanche 12 septembre à 23h59. Donc cela est possible uniquement si vous avez fait votre IA en intégralité, c'est-à-dire que vous avez fourni tout ce qui est attestation Crous, vous avez fourni les pièces qui vous ont été demandées, plus les frais. Donc, il faut bien savoir qu'il y a les frais administratifs que vous devez régler et les frais pédagogiques, ça vient dans un second temps à l'issue en fait de votre inscription pédagogique. Donc là, je vous ai mis l'adresse, la page de l'enseignement à distance et vous avez toutes les informations pour les inscriptions pédagogiques avec le lien pour les IA web. Donc les cours, normalement, une fois que vous avez choisi vos cours sur IP Web, après, vous recevrez normalement un lien de paiement pour pouvoir après payer les frais pédagogiques. À ce moment, soit vous réglez directement avec le lien qui vous a été envoyé et ce sera uniquement en CB Web. Par contre, si vous souhaitez faire un virement ou avez déjà fait un virement au moment des IA, parce que ça arrive qu'il y en ait qui règlent IA-IP en même temps, ça, il faudra revenir vers nous par mail pour nous le signaler. Comme ça, à ce moment-là, on change le mode de paiement. Donc, une fois que votre paiement est validé, à ce moment-là, vous aurez accès à vos cours sous 24 à 48 heures maximum. Donc là, je vous ai mis juste la copie d'écran en fait de notre page où vous voyez, il y a les réunions de rentrée et le lien vers les inscriptions pédagogiques. Donc après, n'hésitez pas à consulter aussi. Il y a d'autres petits pictogrammes où il y a un peu plus de renseignements tout au long de l'année. Il faudra consulter cette page. La brochure est sur cette page aussi, la brochure de la licence, par contre. La prochaine, il faudra mettre la prochaine, je ne sais pas encore. D'accord, ok. Voilà, ce sera fait dans la semaine, je pense. Donc là, je vous ai mis les quelques demandes qui sont traitées par le secrétariat. Donc surtout, une fois que vous recevrez le lien de paiement, normalement, vous avez aussi la liste des IP, enfin des cours que vous avez choisis. Donc surtout, vous relisez bien ce récapitulatif et dès l'instant où il vous manque un cours, il faut contacter le secrétariat. Donc, je vous ai mis l'adresse juste. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je vous ai mis l'adresse là, EAD-SDL-licence. Donc, vous écrivez à cette adresse-là en mettant en copie campus. Donc, ce sera ecampus@sorbonne-nouvelle.fr en nous disant, voilà, il me manque tel cours. Donc, à ce moment-là, de procéder au changement. Par contre, la correction, vous ne la verrez pas au moment, en fait, vous n'aurez pas un nouveau lien de paiement avec la correction. Donc, il faudra effectuer le règlement et c'est une fois que les cours vont basculer sous 24 heures que là, vous verrez apparaître la modification, en fait, le cours qui manquait ou qui avait à modifier. Donc, le secrétariat traite aussi les réclamations pour les notes, mais ça, ce sera dans un second temps ou éventuellement pour ceux qui passent de la L1 à la L2. Donc ça, quand vous avez une réclamation de notes, avant tout, il faut contacter l'enseignant en mettant le secrétariat en copie. Et nous, après, on transmet en fait la demande de modification au pôle études. On édite aussi les demandes de relevé de notes officielles, donc les attestations d'examen ou autres. Et en plus aussi, juste par rapport aux examens, le calendrier en fait fait office de convocation. Et en général, il est mis en ligne un mois avant le début des examens et c'est le bureau des examens qui s'occupe de tout ça. Voilà. Donc c'est les petites choses que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des questions à ce sujet, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une réunion concernant le master? La date de réunion des masters. Okay. Pour ma part, je n'ai pas encore eu de retour de Madame Lefeu pour la date de réunion des masters. Donc,
je pense que ce sera fait. Par contre, je ne sais pas si elle le fera en même temps que le présentiel. Je n'ai pas eu encore de retour à ce sujet. Les examens seront présentiels. Alors, je vais juste répondre à la question sur les examens. En fait, ça va dépendre de chaque UE. Chaque cours, en fait, ça dépendra vraiment de l'enseignant, de l'enseignante. La plupart des examens, enfin la plupart des évaluations des cours proposent un examen en présentiel. Et à ce moment-là, du coup, c'est à la fin de chaque semestre. Donc, pour les cours du premier semestre, ça sera en janvier. Pour les cours du second semestre, ce sera en mai. Mais il est tout à fait possible que certaines enseignantes choisissent de faire l'entièreté de leur évaluation à distance. Donc ça, en fait, il faut vraiment voir les modalités d'évaluation que vont vous donner chacun des enseignants. Mais alors, à ma connaissance, la plupart vont choisir une évaluation finale en présentiel en janvier pour le premier semestre. Voilà, mais ça, il faudra vraiment voir enseignant par enseignant. D'accord ? Donc, on a une question. Est-ce que toutes les UE sont proposées à distance ? Oui, toutes les UE de la licence de la L1 et de la L2, oui. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de panachage ou de. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en anglais, mais en tout cas, la licence à distance, oui. Voilà, en L1 et en L2, toutes les UE sont à distance. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'examen final ne peut pas être en présentiel. Hein. C'est-à-dire que le cours est à distance, il peut y avoir un examen final en présentiel. Mais en fait, je pense que c'était plus dans le sens, est-ce que c'est les mêmes cours que pour le présentiel ? Est-ce que tous les cours du présentiel sont proposés à distance ? Alors, effectivement, voilà, tous les cours du présentiel, alors pour la L1, oui, surtout cette année, en plus, on a réussi à avoir un cours de sémantique. Pour la L2, il y a un cours qui n'est pas proposé à la distance, mais du coup, dont vous êtes dispensé, parce que c'est assez compliqué. C'est un cours d'informatique et linguistique, et c'est vrai que sans avoir de présentiel, sans que les étudiants soient dans une salle d'informatique, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ce cours, vous en êtes dispensé. Donc, c'est le seul cours qui est différent en L2 entre la licence en présentiel et la licence à distance. C'est ce cours-là d'informatique et linguistique. Sinon, tous les autres cours sont les mêmes en présence et à distance. Est-ce que vous avez d'autres questions sur... Peut-être, non, peut-être que Myriam, du coup, peut enchaîner. Oui, Myriam, si tu veux faire ta présentation. Peut-être qu'il faut que vous arrêtiez le partage d'écran. Voilà. Alors, oui, pour les présentiels. Alors, je réponds pour l'histoire des examens. Effectivement, pardon, je suis désolée. Pour l'histoire des examens, c'est nouveau en fait. À partir de cette année, les cours du premier semestre ont un examen à distance en janvier, alors que jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule session en mai pour les examens du premier et du second semestre. Là, en fait, ça a été divisé. Donc, les examens du premier semestre auront lieu après le premier semestre, les examens du second semestre après le second semestre. Donc, effectivement, c'est tout nouveau. Depuis cette année, c'est mis en place. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit hiatus entre la brochure de l'an dernier et cette année. Mais normal, c'est écrit dans la nouvelle brochure, ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, voilà, il y a une session en janvier et une session en mai. Janvier, c'est les examens du premier semestre et mai pour le second semestre. Voilà. Alors, par rapport au L3, en fait, actuellement, nous ne proposons pas la troisième année à distance pour des raisons de moyens humains. En fait, nous avons régulièrement demandé d'avoir un poste en fait, d'enseignant ou d'enseignante pour pouvoir ouvrir la L3 et pour l'instant, ça ne nous a pas été encore accordé pour des raisons financières. Donc, du coup, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens humains d'ouvrir la L3 à distance. Donc, pour l'instant, la L3 n'est proposée qu'en présentiel. Voilà. À distance, avons-nous le même emploi du temps que les présentiels ? En fait, il n'y a pas tellement de notion d'emploi du temps à distance. C'est vous qui organisez vos cours comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que les cours sont mis à disposition sur la plateforme et c'est vous qui organisez votre emploi du temps de la semaine. En fait, les cours sont ouverts chaque semaine. Et, après, je sais qu'il y a des enseignants-enseignantes qui mettent les cours pas semaine par semaine, mais soit toutes les 2 semaines, soit au début du semestre pour tout le semestre. Mais c'est vous qui vous organisez pour la distance. Il n'y a pas de notion d'emploi du temps, en fait. Si vous voulez travailler 2 heures par semaine sur la licence, vous pouvez. Il faut juste que vous ayez assimilé les connaissances pour les partiels, en fait, et pour les examens. Mais il n'y a pas vraiment de notion d'emploi du temps à distance.
Ah, d'accord, le calendrier. Je pensais que. OK. La rentrée et les vacances sont-elles les mêmes? Alors, oui. Alors, mais ça, pour la rentrée, je crois qu'il y a une semaine zéro, c'est ça? Voilà. Parce que normalement, la rentrée, c'est le 20 septembre pour les présentiels, mais il me semble qu'il y a une semaine zéro pour la distance, c'est-à-dire que la semaine du 20 septembre ne compte pas dans la semaine de cours. Ouais. Vous aurez les cours qu'à partir de la semaine d'après, directement en ligne. Donc le 27. Voilà. Le 27 septembre. Donc la rentrée, c'est le 27 septembre. Donc vous aurez les cours à partir du 27. Donc après, vous avez tout le premier semestre. Après, il y a 12 semaines de cours. Et après, du coup, vous avez les vacances de Noël et il y a les examens, enfin, pour ceux les cours qui ont des examens finaux en janvier. Et le calendrier du S2 colle tout à fait au calendrier présentiel. Donc, c'est exactement le même calendrier. Donc, la seule différence avec le présentiel, c'est vraiment la semaine de rentrée où voilà, vous rentrez, les cours pour vous vont débuter le 27 septembre et non le 20 septembre. Et vous aurez les mêmes vacances, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie pédagogie ou administrative avant qu'on passe la parole à Madame Coulibaly pour la présentation d'e-campus, la plateforme de cours? Non? Non, je pense que tu peux. Alors, on y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Myriam Coulibaly de l'équipe, j'appartiens à l'équipe qui est en charge de la plateforme e-campus, la plateforme d'enseignement numérique. Nous sommes 4 en tout, donc mes collègues s'appellent Laura Bertetto, Elisa Papon et Morgane Maridé. Donc, nous sommes 4 pour à la fois accompagner les enseignants, mais aussi vous, les étudiants et étudiantes, dans votre utilisation d'e-campus. Donc, je vais me mettre en mode présentation pour que vous accédiez à mon document PowerPoint qui a pour but vraiment de vous donner, non pas, on ne va pas aller à fond dans la plateforme elle-même, mais pour bien que vous ayez en tête les différentes étapes d'inscription pour que vous puissiez accéder à vos espaces de cours le plus rapidement possible. Donc, je vais peut-être répéter des choses qu'a dites ma collègue Jacqueline, mais en période de rentrée, c'est extrêmement important pour que justement vous puissiez le plus possible évacuer les difficultés administratives et accéder à vos cours, ce qui est le but final. Voilà, donc je vais me mettre en mode présentation. Et vous allez me dire si vous voyez bien. C'est bon. C'est bon? Vous voyez bien donc cette présentation de la plateforme e-campus, donc du 6 septembre. Alors, cette présentation va se faire en 3 parties. On va d'abord essayer de resituer e-campus dans l'environnement administratif de l'université pour bien que vous ayez en tête les règles d'accès. Qu'est-ce qui peut bloquer dans votre utilisation d'e-campus? Ensuite, si c'est fait, comment vous démarrez sur e-campus? Et très rapidement, un descriptif des outils qui vont être utilisés par vos enseignants dans les espaces de cours. Chaque outil a une petite icône et e-campus est vraiment assez simple à utiliser pour vous les étudiants. Vous reconnaîtrez rapidement les icônes principales. Donc, on y va. Première partie, e-campus dans son environnement administratif. Donc, en fait, ce qui est fondamental pour vous, c'est de bien comprendre que vous avez 4 choses à faire pour accéder à la plateforme e-campus. Vous devez bien sûr avoir réalisé votre inscription administrative qui vous fournit un numéro étudiant et avoir activé votre compte avec. On va voir un détail après. Et au niveau des espaces de cours, il faut, comme l'a dit ma collègue avant, avoir évidemment effectué votre inscription pédagogique, le choix des UE et les paiements correspondants. Si une de ces 4 conditions, si vous n'avez pas effectué une de ces 4 démarches, vous n'accéderez pas aux espaces de cours que vous souhaitez. Donc, il est extrêmement important de bien comprendre cela. Alors, les conditions d'accès à la plateforme en tant que telle, c'est-à-dire pour être accepté et pour rentrer sur la plateforme. Donc, vous avez… Myriam, oui. Excuse-moi, on ne voit pas la bonne page en fait.
On est sur les outils les plus courants et on est Mais sur comment cette ça se fait ça? Alors zut. Alors attendez. Je vais ressortir et revenir. Excusez-moi. Alors. Là, vous voyez la première page, présentation e-campus. Non, on a juste les outils les plus courants. Mais c'est pas Attends. Ah oui, oui, d'accord. Alors attends. C'est pas le mode présentation. Là, on voit le PowerPoint pas en mode présentation en fait. Là, on voit tes mails. Oui, là. Ah oui, oui, non. Alors c'est pas bon. Attendez, excusez-moi. Hop, arrêtez la présentation. Donc je me mets en présentation. Une fenêtre. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous voyez présentation e-campus? Oui, c'est bon. D'accord. Là, vous voyez bien, je change de page? Oui, Oui. c'est bon. D'accord, d'accord. Donc, je reprends rapidement les 3 parties e-campus dans l'environnement administratif, qui est la partie en fait fondamentale en cette période de rentrée, qui va vous permettre de bien comprendre quand vous démarrez sur e-campus, et on verra très rapidement quelques outils. Donc, e-campus dans son environnement administratif, il y a les 4 conditions d'accès. Il faut que vous ayez absolument fait votre inscription administrative, activé votre compte Sorbonne Nouvelle et disposé d'une adresse mail Sorbonne Nouvelle, avoir effectué votre inscription pédagogique et avoir procédé au paiement correspondant. Si une de ces 4 étapes n'est pas faite, vous n'accéderez pas à vos espaces de cours. Donc, sur les conditions d'accès à la plateforme, il faut avoir effectué votre inscription administrative, vous obtenez votre numéro étudiant qui vous est demandé pour la procédure d'activation. La procédure d'activation, dont je vous redonne le lien ici, va vous permettre d'avoir votre compte Sorbonne Nouvelle, c'est-à-dire de disposer d'un identifiant qui sera votre numéro étudiant, d'un mot de passe que vous serez seul à connaître à l'issue de la procédure d'activation. Et les 2 paramètres de connexion de votre compte Sorbonne Nouvelle seront les mêmes pour toutes les applications, tous les services numériques, que ce soit e-campus ou autre. Ça sera toujours ces 2 paramètres qui vont rester inchangés. Donc, que vous activez avec ce lien. Important. Lorsque vous avez activé, ne nous écrivez pas pour dire « je n'ai pas accès » car il y a un délai qui va de 24 à 48 heures, disons maximum de 48 heures, pour que vous soyez ensuite reconnu par le système et que vous puissiez utiliser, il y a un petit S qui manque ici, pour e-Sorbonne, e-Campus, votre messagerie institutionnelle. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur ce lien d'activation, vous arrivez sur cet écran où on vous dit que voulez-vous faire. Donc, vous, ça sera activer votre compte première utilisation. Vous cocherez bien étudiant et vous aurez, à remplir ce numéro étudiant, votre date de naissance. Donc, pas d'erreur ici, s'il vous plaît. Et ensuite, vous suivrez les instructions, vous donnerez un mail et vous disposerez donc de votre mot de passe. Et à l'issue des 48 heures, vous aurez votre compte actif. Ça, c'est indispensable pour être reconnu sur eCampus et pour pouvoir accéder à votre messagerie. Donc, faites-le le plus vite possible pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ensuite, un petit mot sur la différence entre e-Sorbonne et e-Campus qui sont souvent confondus. e-Sorbonne, c'est votre environnement numérique de travail à l'université. C'est donc une plateforme qui va vous donner accès à des informations personnelles, uniquement personnelles et qui sont donc protégées concernant votre parcours pédagogique et c'est là que vous trouverez vos notes officielles. C'est également aussi un portail d'accès à d'autres services comme Messagerie Campus. Vous avez des liens. eCampus, c'est la plateforme d'enseignement numérique où les enseignants vont mettre du contenu, proposer des activités. Dans une liste d'espaces de cours, vous aurez accès à la liste qui va correspondre évidemment uniquement à votre inscription pédagogique. Un point important,
Dans eCampus, les enseignants peuvent noter manuellement certaines activités ou vous faire des tests où il y aura une note. Alors, attention, ce sont des notes par activité et ce ne sont en aucun cas, si vous voyez des notes correspondant à un test, à un devoir, ça ne veut pas du tout dire que c'est votre note officielle pour le semestre à 7UE. Les seules notes qui comptent sont les notes que vous voyez dans eSorbonne, votre dossier pédagogique. Ce ne sont pas les mêmes finalités. Donc, souvent dans vos mails, il y a peut-être une confusion souvent qui peut arriver entre les deux. Attention, avez-vous une difficulté qui touche eCampus ou eSorbonne? Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, la deuxième partie maintenant, c'est une fois que vous êtes rentré sur eCampus, vous avez donc fait votre inscription administrative et l'activation. Il faut donc maintenant avoir fait l'IP. La liste de vos UE ira dans notre référentiel de scolarité et sera ensuite renseignée sur eCampus. Si vous ne faites pas le paiement, vous n'aurez pas accès aux espaces de cours correspondant aux UE. Vous aurez par contre accès à 2 espaces un petit peu spécifiques. La cafétéria qui est un espace d'échange entre étudiants de même niveau et formation. Vous pourrez dialoguer dans l'ensemble avec d'autres étudiants, et un espace fondamental qui est l'espace administratif et pédagogique. Je vais vous montrer des copies d'écran après, qui est fondamental à consulter puisque autant la responsable pédagogique et le secrétariat pédagogique vont vous donner des informations indispensables et très importantes pour la bonne poursuite de votre scolarité. Donc, il faut vérifier que vous ayez bien un espace qui s'appelle Espace administratif et pédagogique, sciences du langage, licence. C'est fondamental. Alors, je vous ai mis aussi un petit exemple, un écran qui rappelle 3 difficultés assez courantes et quel est le contact du service, quel est le service à contacter en premier. Vous n'avez pas d'accès à eCampus, vous n'avez pas pu faire votre inscription administrative, ou alors vous l'avez faite, mais il n'y a rien qui se passe après les 48 heures. Ou bien ça fonctionnait, mais il y a interruption, vous n'arrivez plus à accéder. Le contact privilégié, c'est support. Parce que si vous écrivez au secrétariat ou à eCampus, nous vous répondrons d'écrire à ce service qui est le service, on va dire, technique de dépannage, si je peux employer ce mot. Voilà. Donc, n'écrivez pas, puisque nous vous répondrons de les contacter. Ça ne fera que retarder. Écrivez au bon service et ça ne fera que améliorer le traitement de votre demande. Vous arrivez sur eCampus, donc là, vous n'avez pas de problème pour accéder à la plateforme, mais par contre, quand vous accédez à eCampus, soit vous n'avez pas d'espace de cours, soit la liste est erronée, soit il n'y a pas de AP, etc., etc. Donc, vérifiez bien ce que vous avez indiqué dans votre dossier d'inscription pédagogique. Vous pouvez le vérifier sur eSorbonne, que c'est bien renseigné. Est-ce que vous avez bien fait votre paiement ? Si vous ne l'avez pas fait, vérifiez dans votre messagerie que vous n'avez pas eu un mail du secrétariat. Et là, contactez en priorité le secrétariat. Vous pouvez nous mettre en copie éventuellement, mais c'est vraiment votre secrétariat qui a la main sur les inscriptions. Il y a également un 3e cas, ça c'est après la rentrée, vous avez tous vos espaces de cours, tout va très bien, sauf que dans un espace de cours donné, vous ne voyez pas l'activité, vous ne pouvez pas y accéder, une activité qui a été demandée, indiquée par votre enseignante. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire un mail avec l'enseignant en charge de l'UE ou en charge de l'exercice et eCampus. Comme ça, nous essaierons tous les deux de voir. eCampus va voir si c'est peut-être dû à un problème de paramétrage ou etc. Et donc, dans ce cas-là, on va se mettre en relation entre eCampus et l'enseignant pour solutionner votre difficulté. Ça, c'est 3 cas classiques de difficulté. Mais décrivez bien votre problème et essayez de contacter le bon service. Voilà, vous pouvez aller, quand vous aurez sur eSorbonne, vous verrez votre menu étudiant, votre compte parcours pédagogique. C'est là où vous pouvez vérifier la liste de vos UE officiels sur eSorbonne
il faut que ça soit correct sur eSorbonne pour que ça soit correct dans eCampus. D'accord? eCampus n'arrive qu'à la fin de la chaîne au niveau des inscriptions. Enfin, une petite page de conseils pour la rédaction de vos courriels quand vous faites des demandes, que ce soit à l'administration, aux enseignants, etc. Soyez précis, mettez bien votre nom, prénom, numéro étudiant, formulez bien votre demande. Si c'est un cours, mettez bien le code UE, précisez bien si c'est eSorbonne ou eCampus. Avant l'activation de votre compte étudiant de la Sorbonne Nouvelle, utilisez toujours la même adresse privée. Certains renseignent avec une adresse personnelle, mais utilisent une autre. Vous loupez des mails. Et ensuite, de préférence, quand vous avez activé votre compte, utilisez bien toujours votre adresse institutionnelle d'étudiant. Essayez de ne pas envoyer des mails séparés, le lundi matin à votre enseignant, le lundi après-midi à eCampus, le mardi matin au secrétariat ou l'inverse. Si vous envoyez des mails à plusieurs contacts, faites-le dans le même mail. On sera tous avertis, qu'on est tous avertis et ça ira plus vite. Sinon, on va se renvoyer des mails entre nous et votre demande n'en est que retardée. Et enfin, si vous devez relancer, attendez un délai de 48 heures. Vous êtes quand même plus de 15 000 étudiants. Il faut quelquefois qu'on se renseigne avec un autre service pour vous répondre. Donc, ce sont des conseils qui sont très importants pour fluidifier les mails, pour qu'on vous réponde le plus efficacement et qu'on puisse traiter les demandes de vos camarades. C'est extrêmement important. Voilà, donc tout ceci étant vu, on arrive sur eCampus, vous avez tout, vous avez donc fait les 4 étapes nécessaires et vous avez la liste de vos espaces. Donc, quand vous rentrez sur eCampus, vous pouvez le faire à partir du site général de l'université. Vous voyez que vous avez en haut des liens eSorbonne, eCampus. Vous avez le lien eCampus dans eSorbonne et vous pouvez aussi faire le lien direct. Alors, quand vous êtes sur eCampus, vous allez arriver sur une page d'accueil. Alors, ce n'est pas très gros, mais ici, sur le bandeau vert, vous avez un lien qui s'appelle Mes cours que vous retrouvez ici aussi. Alors, ce lien Mes cours est fondamental. C'est là où, alors, quand vous cliquez, vous avez ici la liste des cours auxquels vous êtes inscrit. Alors, ces cours, évidemment, sont par année universitaire. Donc, vous allez avoir 2021-2022, L1, FL 001, etc., avec le libellé textuel de l'enseignement. Donc, c'est ce que vous disait également ma collègue. Là, il peut y avoir soit des cours qui manquent, soit des cours, etc. Donc, c'est votre secrétariat qui a la main. Vous pouvez mettre eCampus en copie puisqu'on peut effectivement intervenir de le traitement. Mais vraiment, encore une fois, c'est le secrétariat qui a la main. Alors, là, il y a je viens d'entendre ce qu'ont dit Madame Namaguchi et ma collègue Jacqueline. Les espaces 2021-2022, de façon générale, c'est la date du 20 septembre qui a été retenue. Mais on pourra, je modifierai ce PowerPoint pour mettre la date du 27 et ce PowerPoint sera mis dans l'EAP de sciences du langage, d'accord? Pour ceux qui étaient en L2, vous avez encore aujourd'hui… Excusez-moi Myriam, je me permets d'intervenir parce que j'avais compris que la semaine 0 du 20 septembre, c'était justement pour que les étudiants puissent se familiariser avec eCampus. Donc voilà, je pense qu'il faut garder l'ouverture. On peut garder le 20 septembre. Voilà, mais alors, les enseignants vont déposer les cours à partir du 27. Enfin, il y en a qui vont peut-être déposer avant, mais voilà, je pense que c'est bien de garder la date du 20 septembre. D'accord. Voilà. Donc, au niveau d'eCampus, on ouvre le 20. Certains enseignants, peut-être, n'auront pas totalement mis le contenu, mais vous en aurez quelques-uns. Vous aurez déjà des informations dans l'EAP, donc cet espace administratif et pédagogique. Comme ça, effectivement, vous pourrez commencer tranquillement. Donc, un petit mot sur les espaces 2020-2021 pour les étudiants, par exemple, qui sont en licence 2 cette année. Vous y avez encore accès quelques jours. Donc, attention si vous souhaitez éventuellement récupérer des documents que vous n'avez pas forcément téléchargés. Si c'est possible, faites-le maintenant puisque ces espaces vont être fermés aux étudiants
mi-septembre. Je n'ai pas la date exacte, mais disons qu'entre le 13 et le 17, un petit peu avant le 20, ils seront fermés. Donc, vous n'aurez plus, sauf exception, que des espaces 2021-2022. Hein? Il faut, dans l'année, vous avez accès uniquement aux espaces de la bonne année universitaire. D'accord? Alors, ensuite, vous êtes sur eCampus, vous avez tous vos outils, vous avez tous vos cours, excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un espace de cours? On va voir un petit peu très rapidement comment ça se présente. Alors, vous avez trois outils, trois familles d'outils, on va dire les outils de communication, les outils qui correspondent à des ressources, des activités pédagogiques que peuvent vous demander vos enseignants, des ressources qui vont déposer à votre attention. Et puis, vous avez bien sûr les outils d'évaluation qui peuvent être soit de l'évaluation à la limite non notée pendant l'année pour vous donner des exercices, ou bien sûr les évaluations qui vont se faire en distance éventuellement pour certaines UE. Alors, les outils de communication. Il y a deux grands outils qui sont annonces et forums. Voilà les icônes que vous allez pouvoir repérer dans un cours. Annonce est réservé à l'enseignant. Vous verrez que vous, étudiants, quand vous rentrez dans Annonce, vous ne pouvez pas envoyer des messages. Vous ne pouvez que les consulter. C'est vraiment monodirectionnel pour que l'enseignant vous annonce les événements fondamentaux et qu'il juge utile de porter à votre attention. Dans tout espace à distance, vous devez avoir un forum, car le forum vous permet, vous étudiants, d'intervenir, de poser vos questions. Et vous verrez que l'enseignant peut y répondre, mais également d'autres étudiants peuvent vous apporter la réponse à la question que vous posez. Et c'est donc un outil fondamental d'échange, pas simplement enseignant-étudiant, mais entre étudiants. Une petite chose, dans les deux cas, ce sont des messages. Vous verrez que quand vous cliquez en haut à droite de l'écran précédent où il y a le banc d'accueil, en haut à droite, vous aurez votre nom. Et en cliquant dessus, vous allez avoir un petit menu. Le menu préférence vous permet de paramétrer le mode de réception. Vous pouvez choisir de les avoir et dans votre messagerie institutionnelle et ou uniquement dans eCampus. Et là, vous aurez les messages uniquement en cliquant sur cette petite cloche où vous aurez un petit carré rouge pour vous signaler que des nouveaux messages sont arrivés. Donc, vous pouvez choisir de les consulter uniquement quand vous êtes sur eCampus ou recevoir ces messages également dans votre messagerie institutionnelle. Ça, vous avez le moyen de paramétrer, si vous trouvez par exemple que vous avez trop de mails dans votre messagerie, paramétrer pour que ça soit uniquement là. Mais là, ça veut dire que vous rentrez très, très régulièrement dans eCampus. Donc, nous conseillons de laisser les messages arriver dans la messagerie institutionnelle. Ensuite, vous avez les icônes classiques qui concernent les ressources pédagogiques que met l'enseignant à votre disposition, ainsi que des activités. Donc, dans les grands classiques, on vous demandera de consulter un fichier. L'icône prend l'aspect du logiciel. Voilà, pour un PDF, ça sera ça. Pour un fichier Word, ça sera ça. Donc, l'aspect de l'icône change en fonction de l'extension du fichier. L'enseignant peut également organiser plusieurs fichiers en un dossier. Vous aurez cette icône-là. L'enseignant peut également vous donner accès à des ressources extérieures, un site, une vidéo YouTube, etc., via un lien URL. Vous verrez cette icône-là. Au lieu de mettre des informations, des ressources dans un fichier, l'enseignant peut également choisir de les mettre sur une page web. S'il y a des corrections à faire pour l'enseignant, c'est plus facile. Vous aurez alors cette icône-là. Ensuite, il peut, ça c'est un exemple parmi d'autres, il peut vous demander de vous inscrire à un planning d'oraux, par exemple, pour réaliser des oraux, soit d'entraînement, soit d'examen. Donc, tout outil de planning auquel il vous sera demandé de vous inscrire aura cette icône. Enfin, sur la partie outils d'évaluation, vous avez deux grands outils, la remise de devoirs,
qui se reconnaîtra avec cette icône-là. Ici, on peut vous mettre, l'enseignant peut mettre déposer vos devoirs ici ou mettre devoirs à rendre pour le 17 novembre, enfin, etc. Ce qui compte, c'est cette icône-là. C'est une remise de fichier qu'on vous demande, que l'enseignant vous demande. Et vous avez ajouté un travail. Attention à bien respecter les dates, sinon vous ne pourrez plus déposer de travail. Et enfin, le deuxième outil d'évaluation, qui est ce qu'on appelle un test, un quiz, qui peut prendre les questions QCM, mais d'autres types de questions aussi. Et là, l'enseignant aura également paramétré une période d'ouverture et une durée pendant laquelle vous devez, une fois que vous avez commencé, là, ça veut dire que vous avez 2 heures. Vous pouvez le commencer à n'importe quand entre le 16 septembre et le 22 octobre, mais à partir du moment où vous commencez un test, vous avez 2 heures et c'est envoyé automatiquement. Faites bien attention à ça, de ne pas commencer le test. Dans cet exemple, imaginons qu'on est en 2021, ça s'arrête à 10 heures, ne le commencez pas à 9 heures, vous n'aurez qu'une heure. Vous avez une double contrainte. Donc là, ça veut dire qu'impérativement, dans ce cas-là, les étudiants devaient commencer au plus tard le 22 octobre à 8 heures pour bien avoir les 2 heures. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de l'espace administratif et pédagogique de sciences du langage licence. Voilà comment il va se présenter. Il y a une section générale ici. Il y a ensuite une section animée par la responsable pédagogique qui va vous donner des informations soit sous forme de message, soit sous forme de fichier. Et également, la deuxième section de l'espace, ça sera animé par ma collègue Jacqueline pour le secrétariat pédagogique qui a également d'autres informations un petit peu différentes à vous donner. Vous voyez, tout ce qui concerne les relevés de notes, etc. Eh bien, c'est vraiment votre interlocuteur privilégié. Voilà. Et enfin, je me suis permise de prendre un petit exemple, un espace de cours, pour exemple, qui reproduit uniquement ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez, là, vous avez une icône de page, vous avez une icône d'un fichier PDF, encore des pages ici, et ici un test avec l'enseignant qui organise son cours en rubrique. Voilà à quoi peut ressembler un espace de cours. Chaque enseignant ne met pas la même chose. Certains utilisent plus certains outils que d'autres, donc chaque enseignant a sa propre manière de voir le cours. Donc, évidemment, les espaces ne se ressemblent pas, mais bien évidemment vont utiliser quand même plus ou moins les mêmes outils. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc pour tout l'adresse pour donc sur eCampus qui concerne des difficultés sur eCampus, un problème d'accès et non pas un problème de notes officielles sur eSorbonne, voilà le contact ecampus@sorbonne-nouvelle.fr. Et je vous remercie de votre attention. Je reviens vous voir s'il y a des questions par rapport à ça. Merci Myriam. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Enfin, il y a eu quelques questions qui ont été répondues, je pense, pendant le chat. Ah oui, alors je ne vais pas regarder. Alors, attends. Ah ben j'ai des merci là. Super. C'est très gentil. Alors si jamais on n'a pas répondu à des questions, n'hésitez pas à remettre dans le chat parce que c'est possible qu'on ait… Alors oui, sur le contenu des cours, je peux peut-être vous répondre sur le contenu des cours, oui. Normalement, je crois que j'ai répondu à tout sur le chat, je pense. Myriam, je crois qu'il n'y avait rien. Je regarde. Oui, je crois que c'était… Moi, je regrette, je n'ai que des compliments. Oui, je ne vois pas d'autres questions, mais on peut se tromper, donc n'hésitez pas. Alors, pour les options à choisir… Alors, pour la majeure, vous n'avez aucune option à choisir, tout est imposé, donc ça c'est sûr. Effectivement, vous devez choisir votre mineur lors de l'inscription pédagogique. Il y a 3 mineurs associés à la majeure sciences du langage. Donc c'est la mineure anglais, la mineure lettres modernes et la mineure didactique du français langue étrangère. Donc
normalement, vous devez la choisir au moment de l'inscription pédagogique. Vous devez également choisir il y a un certain nombre d'enseignements transversaux, donc qui ne sont pas associés à un département en particulier. Donc, ce sont des cours, par exemple, d'informatique, mais ça ne s'appelle plus comme ça. Je pense que c'est culture numérique, c'est ça. Voilà, culture numérique. Et puis, les cours de langue, parce que vous allez continuer à travailler des langues vivantes. Donc, le cours de culture numérique, ce n'est pas une option, c'est pareil, c'est imposé, vous devez faire ce cours-là. Et le cours de langue, par contre, il faut, si je me souviens bien, faire une épreuve pour savoir quel est le niveau de langue. Hein, c'est ça, il y a une épreuve sur eCampus. Voilà, donc ça, là, vous devez choisir la langue, mais ça dépend aussi de votre niveau dans la langue. C'est-à-dire qu'il y a des langues que vous ne pouvez pas choisir débutant. Donc, par exemple, l'anglais, je crois. Mais en tout cas, vous devez, sur l'espèce du BET, donc, qui s'occupe des enseignements transversaux, normalement, vous pourrez voir, vous devez passer un test pour voir quel est votre niveau dans les langues choisies, en fait. Et une fois que vous avez votre niveau, donc par exemple A2, B1, B2, etc., vous pouvez choisir ce niveau-là dans les cours. Donc, évidemment, ne choisissez pas un cours qui ne correspond pas à votre niveau de langue, parce que sinon, vous allez être complètement perdu. Voilà. Alors, est-ce que le test est obligatoire? Le test est vivement recommandé. Je ne sais pas si vous êtes obligé de fournir une preuve de l'avoir passé pour vous inscrire. Mais encore une fois, c'est pour vous. C'est-à-dire que si vous inscrivez dans un niveau, si c'est un niveau plus bas, à la limite, vous pourrez suivre, mais c'est un peu dommage. Si c'est un niveau trop haut, encore une fois, c'est vous qui allez être perdu et vous allez vous en rendre compte tardivement ou vous ne pourrez plus changer de cours. Donc, c'est vivement recommandé de faire ce test de langue pour savoir quel est votre niveau pour vous inscrire dans le bon cours de langue. Hein. Honnêtement, voilà. Est-il possible d'avoir des cours pour 2 langues vivantes? Non, enfin, normalement, il n'y a qu'une langue qui est pour le BET. Après, si vous choisissez, par exemple, la mineure anglais, vous aurez des cours donc de civilisation en anglais, de littérature en anglais, etc. Donc, vous aurez des cours en anglais et vous pouvez choisir une autre langue vivante, l'allemand, par exemple, si vous avez fait de l'allemand. Voyez, mais en transversal, il n'y a qu'une seule langue vivante. Alors, les enseignements transversaux, pour moi, c'est juste culture numérique et langue vivante. C'est ça. Hein. Ouais. Et le cours de méthodologie du travail universitaire au premier semestre. Je parle pour la L1. Pour la L2, il me semble que c'est aussi culture numérique et langue vivante. Donc, a priori, entre 2 et 3 chaque semestre, mais encore une fois, ils vous sont imposés, sauf pour la langue, vous devez évidemment choisir la langue qui vous correspond. Mais sinon, voilà, c'est entre 2 et 3 par semestre. Alors, la liste des cours, elle sera dans la brochure et je pense que ma collègue va la mettre en ligne sur le site. Oui, et puis au moment de l'IP Web, de toute façon, les cours vous sont proposés aussi lorsque vous ferez les inscriptions pédagogiques via IP Web. Donc, vous aurez la liste pour chaque lieu transversal de langue avec le niveau. Ah, des cours de langue, oui, effectivement. Oui. Mais peut-être que déjà sur le site du BET, peut-être qu'ils ont la liste. Sur le site du BET aussi, il y a la liste, en fait, vous mettez dans le moteur de recherche sur le site Paris 3, vous mettez BET, vous aurez la liste des UE qui sont proposés. Mais vous inquiétez pas, vous l'avez aussi dans les IP Web, puisque ça fait partie de votre contrat, donc il faudra choisir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur… Après, je pense que tous ceux qui sont connectés ont bien fait leur inscription administrative, j'imagine, parce que j'ai pu vous contacter, donc je pense que tout est fait. Sur quel site faut-il faire l'IP déjà? Donc, je vous remets la fiche de présentation. Je ne vais pas présenter maintenant. Voilà, ce sera sur la page en fait d'accueil
Donc, sur le site de Paris 3, dans formation, enseignement à distance. Alors, pas de changement pour l'accès à eCampus pour les étudiants déjà inscrits l'an dernier. Ben, a priori, non, c'est toujours le même procédé. Non, c'est tout. Non, je dois réfléchir. À d'autres questions, d'autres problèmes. Je n'ai pas reçu la carte. Si jamais il y a un problème, pourrais-je redemander la carte? Donc oui, pour ceux qui n'ont pas reçu, alors pour le certificat de scolarité, ça, vous n'êtes pas obligé de recontacter en fait le bureau de la scolarité, puisque vous pouvez l'avoir sur votre compte e-Sorbonne dans scolarité, je crois. Il y a un onglet votre scolarité, et là, vous pourrez télécharger votre certificat. Par contre, pour la carte étudiante, ça, il faudra malheureusement les recontacter par mail, qu'on puisse vous l'envoyer. Tu es censé recevoir une carte. Oui, vous êtes censé recevoir une carte étudiante avec les certificats de scolarité aussi avec. Quand tout dépend. Après, moi, je m'occupe pas de la partie inscription administrative, comme je l'avais signalé. Je ne sais pas où en sont les inscriptions, mais je sais qu'à l'issue, en fait, dès que l'inscription, vous avez dès que tout est validé, normalement, ça part. Après, je vais essayer de me renseigner pour savoir est-ce que c'est fait après coup, est-ce qu'ils font tout partir en même temps ou au fur et à mesure? Ça, je n'ai pas encore, j'ai pas l'information. Donc, je me renseigne et à ce moment-là, je le mettrai sur le compte, enfin sur le AP, sur eCampus. Comment se passent ces inscriptions pour les UE transversales? C'est toujours au moment des IP web, où tout est proposé en fait. Donc, si au niveau du paramétrage pour les IP web, normalement, vous n'avez pas les UE de la majeure qui sont proposées parce qu'elles sont obligatoires. Donc, du coup, vous verrez apparaître que les UE H3. Et à ce moment-là, vous mettez ce que vous choisissez. Bon, a priori, il y a quelqu'un qui a reçu ses certificats de scolarité 2 semaines après l'IA. Et après, comme je vous dis, tout dépend de comment c'est traité. Voilà. C'est en cours. Si vous ne l'avez pas encore reçu, de toute façon, c'est en cours. Hein. Les IA ont repris, il me semble, le 23 août. Ouais. Donc, c'est en cours. Parce qu'il y a eu quand même une interruption au mois de juillet. Donc, là, elles ont repris à partir du 23 août. Donc, ça ne va pas tarder. Mais si vraiment vous voyez que ça fait déjà un mois, oui, là, peut-être qu'il faudra les relancer à ce moment-là. Oui, par contre, oui, effectivement, à la différence du présentiel, les inscriptions pédagogiques à la distance se font à l'année. Donc, vous devez choisir vos cours du premier et second semestre. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la question, mais pour les L1 en présentiel, il y a également des réunions de rentrée qui sont organisées cette semaine.
mais tout est sur le site du département IFPGA. Et ils reprennent les cours le 20 septembre. Je ne sais pas si c'était exactement votre question, mais voilà, donc il y a deux réunions de rentrée pour les L1 en présentiel et la rentrée le 20 septembre. Alors, pour permuter en licence présentielle, vous devez faire une demande de changement d'orientation, en fait. C'est-à-dire que vous devez faire une demande, ce qu'on appelle e-candidat. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, vous devez finir votre année de L1. À l'issue de la L1, vous faites une demande e-candidat pour passer en L2 présentiel, à condition que votre L1 ait été validé, évidemment. Et donc, du coup, ce sera traité comme une demande d'orientation. Donc ça, à l'issue de l'année, une fois vos résultats eus, mais non, en cours d'année, non. Mais entre 2 années, il faut en faire la demande, en fait. En fin de S1, je sais. Il y a aussi la réorientation de S1 en anglais, moi je l'ai. Mais en sciences du langage, je ne sais pas. Parce que je sais qu'en présentiel, disons, mais je ne sais pas. Moi, je sais pour le cours de L1, on va se renseigner un petit peu, mais dans le cadre de la réorientation, je pense que ça concerne aussi les distances du la réorientation. Moi, j'en fais aussi. Alors, normalement, oui, on peut réorienter. Ok, donc du coup, excusez-moi, s'il y a de la place en présentiel et uniquement s'il y a de la place en présentiel, en cours de L1, ce sera possible de faire une demande de permutation en présentiel à l'issue du premier semestre. C'est lors de la demande de réorientation. Parce qu'en L1, après un semestre, vous avez le droit de faire des demandes de réorientation. Et donc, du coup, à l'issue du S1, vous pourrez faire une demande de réorientation en L1 présentiel. Mais ça dépend si on est plein ou pas, en fait, enfin, si la L1 est pleine ou pas, parce que voilà, ça dépend vraiment du nombre de places. S'il n'y a pas de place, du coup, la demande ne sera pas acceptée. Alors, il me semble que sur le site de l'enseignement, c'est le document qui indique les notes de réunion de pré-rentrée, mais c'est uniquement de l'année dernière. Non, je pense que la pré-rentrée pour les L1, c'est déjà, il me semble bien qu'en tout cas, ça a été mis. Vous avez regardé sur la page de la licence du département, les deux, parce que peut-être que sur le département, c'est les dates à jour et pas sur la page de la licence ou vice-versa. Mais sinon, je pense peut-être que vous pouvez les trouver sur la page générale de l'université. Il doit y avoir une page générale, tu as SEO, réunion de pré-rentrée ou quelque chose comme ça. Mais sinon, alors vraiment, je ne les ai pas en tête, les réunions. Il me semble que c'est peut-être mercredi. Il me semblait que j'avais la date du 8 septembre pour la première réunion. Mais je vous conseille de contacter le secrétariat pédagogique de licence en présentiel. Madame Hernandez, vous trouverez le contact sur la page du département pour demander. Et éventuellement la responsable pédagogique de la L1 à présence, qui est Madame Marinier, Noémie Marinier. Mais vraiment, il me semblait bien avoir vu les dates quelque part, soit sur le SEO, soit sur la page du département, soit sur la page de la licence en présentiel. Regardez bien, mais voilà. Pour moi, la première réunion, c'est mercredi. Il y en a une deuxième, je ne sais plus quand. Je ne sais pas vraiment, désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer en fait la réunion de pré-rentrée et puis bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tout le monde. Au revoir, à bientôt. À bientôt.